Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Jury du dimanche. Nous avons le plaisir de recevoir le 6 octobre 2024 Madame Lekha Blondin, coordonnatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications et TSUT. Elle a été nommée à ce poste le 5 juin 2024. Elle est également la coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Guinée-Conakry. Lekha Blondin, bonjour et merci d'être notre première invitée dans nos nouveaux locaux à la Cité Kariba. Bonjour Aïssata, bonjour à toute l'équipe et merci de me recevoir dans vos locaux. Ce sera la deuxième fois que j'inaugure vos locaux, puisque 31 janvier, lors de votre première inauguration au Point E, j'étais aussi invitée de Immédiat. Donc toutes mes amitiés vont à Boops, à Alassane, et je salue vos internautes, vos spectateurs et téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Alors, Madame Diop, la note de crédit du Sénégal a été abaissée par l'agence de notation Moody's, passant de BA3 à B1 en raison de l'augmentation incontrôlée de la dette et du déficit budgétaire. Cela s'accompagne même d'une mise sous surveillance. Toutefois, dans la même journée, le Fonds monétaire international, par la voix de sa porte-parole Julie Kozacs, s'est félicité de l'audit général des finances publiques, saluant l'engagement des autorités pour plus de transparence. Était-ce un pari trop risqué pour nos autorités de dévoiler au monde l'état de nos finances publiques? Vous venez de dire, en fait, l'essentiel, la quintessence même de ces autorités de surveillance pour nos pays. D'une part, effectivement, le devoir de vérité a manqué au Sénégal pendant très longtemps, et en tout cas sur des questions extrêmement sensibles, en ce sens que les montants qui étaient annoncés étaient très très éloignés de la réalité. Et on a vu des pays qui ont modifié, qui ont camouflé leurs chiffres, ce genre disons de paramètres de leur économie, et qui en ont payé des prix extrêmement forts. On peut citer notamment la Grèce. Et de dire que pour le Sénégal et pour tous ces pays qui se comportent ainsi, ce n'est qu'une question de temps. Parce que la réalité rattrapera forcément ces chiffres camouflés, et le retour de bâton ne sera que plus dur. D'autre part aussi, au Sénégal, on extrapole des choses qui sont un peu nos valeurs, à savoir qu'il faut toujours être bienséant, il faut toujours bien parler, oui, et qui petit à petit finissent par ne plus cacher, avoir pour conséquence de cacher la vérité et de ne pas dire les choses. Et puis maintenant, on en est arrivé à être heurté par la vérité. Donc les Sénégalais sont heurtés quand quelqu'un ose dire les choses telles qu'elles sont. Or, il ne s'agit pas de convention dans la famille ou entre nous dans le relationnel. Il s'agit de l'économie qui a un impact sur l'emploi, sur la santé, sur l'éducation. Et donc, sur la confiance des investisseurs aussi. Et sur la confiance, je viendrai un dernier point là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est toujours posé la question de tous ces chiffres qu'on nous annonce. Et de notre côté, le taux de pauvreté qui augmentait n'en veut la preuve par le nombre de familles éligibles au revenu universel. Alors, à un moment, on nous parlait de croissance extravertie qui faisait que ça ne bénéficiait pas forcément. Il n'y a pas que ça, et ça encore, ce n'est pas fini, puisqu'il faut du temps pour le corriger, il faut l'admettre. Mais il faut dire qu'au niveau interne même, les chiffres qui étaient annoncés, on se posait toujours la question, mais comment ça se fait que toutes ces valeurs qui augmentent, ce qu'on appelle en informatique, ces compteurs, ces KPI qui augmentent, alors que dans la vie de tous les jours, on ne le sent pas. Donc, c'est ces deux facteurs, économie extravertie, mais aussi un manque de sincérité dans les chiffres. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, ces bailleurs avec qui nous sommes obligés de faire affaire, parce que nous sommes encore des pays qui n'avons pas beaucoup de ressources propres, pour être en autarcie, ce n'est pas possible dans ce monde, encore plus pour nous. Salue cet exercice de sincérité dans la reddition des comptes. Et donc, il faut savoir que passer ce moment, effectivement, de coût
de baisse de la notation, il y aura un contre-coup qui sera le fruit donc, de plus de sincérité dans les chiffres, mais aussi de travail qui viennent se traduire par une augmentation de facteurs sur la santé, sur l'économie, sur l'éducation, et qui aura un moment de remous. Moi, j'ai été dans une entreprise qui avait eu des milliards et des milliards d'euros de dettes, qui a été accompagnée par l'État avec un plan extrêmement dur et qui, par la suite, maintenant, est devenu un fleuron mondial. Donc, ces notations, il faut le voir dans le temps et il faut voir comment arriver à corriger ce qui nous vaut ces mauvaises notes. Alors, la note Moody's évalue la solvabilité d'un emprunteur et indique le risque de défaut de paiement. Alors, la dégradation de cette note risque-t-elle de rendre plus difficile la gestion de la dette ? Forcément, parce que quand on regarde déjà le ratio des paiements de la dette sur le budget global, ben forcément, c'est quelque chose de très lourd et qui vient se ressentir dans ce qui peut être mis dans le social ou dans l'investissement. S'y ajoute que ce déficit de trésorerie fait que nous allons emprunter ce qui encore, c'est le cycle de la dette qui augmente, que ce soit des eurobonds, que ce soit d'autres modes de solutions de financement, ça se traduit toujours par de la dette. Mais c'est dans le temps aussi, hein, c'est un État. Et à côté de ça, nous avons de nouvelles ressources. Hein. Nous avons le gaz qui va arriver, qui va impacter. Nous avons aussi la confiance parce que dans ces notations, dans ces agences, une bonne partie, comme dans la bourse, une partie est dans l'immatériel, c'est la confiance. La confiance, c'est pas de dire celui-là est pauvre, celui-là est riche, c'est de dire celui-là, les 100 francs qu'il a, il les gère bien. L'autre, il a 1000 francs, mais c'est un pays extrêmement corrompu où les 500 francs entrent dans les poches de quelques personnes et finalement, il ne reste pas grand-chose pour pouvoir investir et produire de quoi rembourser la dette. Alors, cette partie de la confiance viendra s'ajouter à notre capacité et à lever des fonds et aussi à la confiance que notre pays inspire aux bailleurs. Est-ce que cela n'aura pas un impact sur votre capacité à financer des projets de développement phares alors que les emprunts internationaux pourraient coûter plus cher à notre pays ? Nous avons des inquiétudes parce qu'effectivement, nous faisons partie d'un écosystème mondial où effectivement, il y a des agences, il y a des pays qui pilotent ces agences, il y a des institutions. Mais si on prend par exemple, on est toujours beaucoup plus trop sévère avec nos pays. Il y a les Lehman Brothers. Je veux dire, c'est peut-être, si on regarde ses capacités de chiffre d'affaires et d'investissement, c'est tous les pays de l'UEMOA inclus qui font même pas peut-être la moitié de ce qu'il est capable de faire. Eh bien, ils ont été en faillite pour mauvaise gestion. Et l'État américain les a soutenus et les a obligés à se restructurer pour se lever. Alors, je ne vois pas pourquoi, quand il s'agit d'un pays africain, quand il s'agit de nos pays, que nous-mêmes, nous soyons encore plus sévères, ou bien on n'a pas compris que ces pays-là, comment ça fonctionne. Il y a une partie de lobbying. Plus inquiet, puisque notre situation ça revient à la même chose. Il y a des économistes qui sont là, et moi je lis régulièrement leurs contributions, qui nous font l'analyse de notre pays au sein de l'UEMOA, de notre pays au sein de la CEDEAO, au sein de l'Union africaine et de nos partenaires, le Club de Paris et tout ça. Et je vous assure qu'il y a de quoi se dire quand même qu'il va falloir changer de paradigme économique, mais nous ne sommes pas comme le Venezuela a pu l'être à un moment, un État qui peut être en faillite. Nous sommes loin de là. Nous avons des perspectives, nous avons une force de la jeunesse qui en veut et qui travaille nuit et jour pour changer le Sénégal. Et moi, j'ai entièrement confiance en me disant que ça va être difficile, forcément. Et c'est le prix à payer. Et c'est ça la réalité du Sénégal. Et de se dire qu'il y a près de 70% qui vivent ces difficultés depuis la nuit des temps. Et qu'il y a peut-être un 30% qui arrivent à faire des affaires, qui ont un salaire et qui arrivent à s'en sortir. Et que tout le reste, et pourtant nous partageons ces revenus, mais surtout, nous partageons les dettes.
Parce que les revenus, on ne les partage pas toujours, mais les dettes, on les partage. Et ça se ressent beaucoup plus. Comme les 900 000 que doivent chaque Sénégalais. Par exemple, on nous dit que nous devons ces 900 000, c'est une façon arrondie de dire que nous avons un déficit évidemment rapporté à la population. Mais ce qui est sûr, c'est que ces milliardaires qui sont sortis comme des champignons au Sénégal, un peu partout, les locaux que vous occupiez ou précédemment, il y a quelques semaines, vous avez vu tous les immeubles qui ont été construits. Il y a énormément de gens qui se sont enrichis. Et ça, ils gardent ça pour eux et pour leur descendance. Par contre, les dettes, eh ben, tout le monde les partage. Eh ben, c'est ça qui aujourd'hui qu'on tente de remettre en question pour mettre un autre mode de fonctionnement. Et il y a de la résistance. Il y a des gens qui sont déterminés à ce que ça continue et que ce soit toujours cette poignée de personnes qui nous expliquent que nous ne sommes pas spécialistes du pétrole et du gaz, nous ne sommes spécialistes de rien. Eh ben, ils deviennent milliardaires pendant que les gens qui sont censés les gens qui incarnent le système. Rien. Vous parlez de gens qui incarnent le système. Évidemment, et qui se battent pour revenir dans le système pour que rien ne change. Alors, dans son communiqué publié hier samedi, le ministère des Finances et du Budget annonce que des réformes structurelles visant à améliorer le cadre de gestion des finances publiques seront mises en œuvre. Alors, existe-t-il un risque que ces mesures d'austérité affectent davantage la population sénégalaise déjà très éprouvée? Bon, nous attendons de voir concrètement qu'est-ce que ces phrases recouvrent. Parce qu'il y a plusieurs leviers. Hein. Il y a d'abord le fonctionnement de l'État, ce qu'on appelle le train de vie de l'État. Nous avons la fiscalité, effectivement, qui est revue, une fiscalité plus juste. Il faut que ça permette de soutenir l'économie, mais il faut aussi que, effectivement, moi, je n'ai pas une dette de 900 000 pendant que on vous exonère de 1 milliard. Hein, et on m'oblige à payer et que vous puissiez dormir tranquille. Je pense qu'il y a un juste milieu à aller entre une fiscalité plus juste et effectivement le train de vie de l'État qui sera certainement revu à la baisse. Et ça a commencé. Certaines institutions, certaines agences, peut-être certains salaires, peut-être des effectifs, tout ça. Une réduction d'effectifs ? Non, ça, je dis que j'attends de voir concrètement qu'est-ce qui sera mis en œuvre pour que ce soit... Moi, je pense qu'un pays se développe par le secteur privé qui arrive à employer. C'est ça qui pérennise. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut préserver. Il y a un tissu quand même entrepreneurial assez fragile de ce qu'on... je ne suis pas spécialiste en économie, mais qui est assez fragile. Il s'agit, il s'agit de les renforcer, de les tenir, mais de manière juste. Parce que moi, je ne conçois pas qu'on ait une structure qu'on déclare en difficulté alors que le DG est multimilliardaire. Et que chaque fois qu'on amène des mesures pour que l'organe, pour que l'entreprise aille mieux, que ce soit juste le DG qui s'enrichisse de plus et qu'on entende le personnel avec des brassards rouges, avec des conférences de presse, dire que bon, ça ne va pas, nous avons des difficultés, nous risquons de fermer. Donc il s'agit de tout cela. Quant aux effectifs de la fonction publique, non, je pense que ça c'est une fausse rumeur qui a été officiellement démentie pour clore le sujet. Par contre, il y a peut-être des choses qu'il faut voir. Les contrats spéciaux, pléthoriques, contrats spéciaux dans des cabinets, dans certaines structures qui ont induit une masse salariale extrêmement élevée, extrêmement forte. Il faut savoir que c'est pas de la méchanceté, on n'est pas sur cet ordre-là. On est sur de l'ordre de comment, hier, la journée du 7 septembre, on a vu tous les lycées délabrés. On a vu les effectifs dans les lycées. On a vu tout ça. Mais comment on va faire pour apporter des solutions? Il faut trouver l'argent. On vient de parler sur un premier sujet. Alors l'opposition vous reproche de vouloir trouver l'argent que sur des impôts en redressant les entreprises de presse. Parce qu'il y a une marge. C'est pas que là-bas. Je suis d'accord que c'est un des leviers. Mais ce n'est pas que là-bas. Mais il faut avouer qu'il y a énormément de retard là-dessus quand on regarde. Quand vous êtes une petite entreprise, vous travaillez d'abord pour l'État, vous courez pour payer vos impôts.
Et quand vous apprenez que quelqu'un a eu 1 milliard, 50 milliards de remise de dette fiscale, alors que nous, on est en train de mettre la clé sous la porte pour cause de déficit de trésorerie, parce qu'il faut payer, parce que bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, c'est un des leviers où, fortement, y compris ces agences, y compris le FMI, ont toujours demandé à ce qu'il y ait plus d'équité et de justice à ce niveau-là. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et ce n'est pas de la persécution. Alors, le Sénégal pourra-t-il retrouver une trajectoire de croissance durable malgré les défis économiques actuels? Ça, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Tous ceux qui le disent sont peut-être dans le temps T et ne voient pas de perspective du Sénégal depuis son indépendance et ne voient surtout pas l'économie mondiale, tous les pays, quelles sont leurs trajectoires. Quand on regarde tous ces pays, il y a forcément des moments, mais après les années d'ajustement structurel, qui aurait parié sur un Sénégal qui allait se relever? Les entreprises étrangères étaient en train de partir. Le Sénégal était tous nos pays étaient très mal vus. Je ne vous parle même pas de notation, je ne vous parle même pas... on est en 2024. On ne parle plus de cela. Donc, sur le temps, sur le délai, c'est un État avec des ressources et beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources, que ce soit en mer, que ce soit dans le sol, que ce soit en mer, je disais halieutique, mais en mer aussi en ressources hydrocarbures, que ce soit notre jeunesse qui en veut, que ce soit d'autres ressources, nos capacités intellectuelles. Beaucoup de Sénégalais sont très bien formés. Je pense qu'on a énormément de l'espoir que toute cette machine qui adhère à un projet puisse produire un Sénégalais qui sera meilleur. Et on n'est pas là en train de dire que nos grands-parents, nous vivrons mieux que nos enfants. Nous voulons que nos enfants vivent mieux que nous. Et nous travaillons pour ça. C'est même pas concevable, avec tout ce qu'on a dans nos têtes et nos capacités, de penser que nous ne sommes pas capables de produire un Sénégal avec nos enfants qui vivent mieux. Quel sera l'horizon temporel? L'horizon temporel, on le verra à partir du moment, je pense, où on aura payé une bonne partie de tout ce qui a été fait comme investissement pour les ressources pétrolières, gazières en particulier. Cela prendra du temps avec la renégociation Forcément, mais et beaucoup d'autres choses. À côté de ça, je pense que c'est là qu'on aura plus de fonds propres. En attendant, c'est comme une maison. Quand vous avez une maison et que vous avez l'habitude d'avoir un certain train de vie, au début, quand vous avez besoin quand vous avez de nouveaux projets, ceux qui vous prêtent de l'argent regardent d'abord votre capacité à payer cet endettement, parce qu'on vous prête de l'argent. Donc, vous commencez vous-même à produire de la valeur pour être en mesure de payer. À partir du moment où on voit la volonté nette et l'organisation pour pouvoir créer cette valeur qui va supporter cette dette, on vous fait confiance et vous traversez les échelons. Et vous n'avez pas de crainte par rapport au taux? On verra. Moi, je ne suis pas pessimiste. Si j'étais pessimiste, je me serais jamais engagée. Il fut des moments où sur chaque plateau, la question, ce n'était pas la soutenabilité de la dette. La question, c'était est-ce que le Sénégal de demain allait exister? Le pays, entre les morts, entre les arrestations, et tout le monde était pessimiste. Moi, je reste optimiste. Je crois toujours en cette capacité, à cette volonté, face à des gens absolument déterminés, qui aiment leur pays et qui ont un certain sens de privation personnelle pour aller de l'avant, à créer cette valeur et à être des émulateurs. Et quoi qu'on dise, cette équipe-là, ils font de l'émulation auprès de la jeunesse, et c'est très bien, et même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, quand vous sortez du Sénégal, la question récurrente, c'est comment vous avez pu faire cette transition sans que le pays ne sombre? Comment vous avez pu quand même faire que des gens autour de la quarantaine arrivent à exercer le pouvoir, là où dans tous les autres pays, certains étaient là déjà dans les années 60-70 et continuent à maintenir le pouvoir. Et vous l'avez fait avec un pays qui finalement est sauvegardé dans des difficultés énormes, économiques, on vient d'en parler, mais quand même un pays qui est debout
et qu'il y a encore cette jeunesse. On ne peut pas raconter à cette jeunesse que vous n'avez pas d'avenir. C'est pas possible. Donc cette jeunesse, elle a foi en nous. Et comment donc convaincre cette jeunesse de ne pas braver la mer? C'est des choses absolument... Il y a plusieurs choses dans les gens qui prennent la mer. Moi, j'ai été frappée, j'en parle depuis une semaine, parce que je suis de Mbour et qu'il y a eu un drame particulier là-bas. Et d'entendre au cours même d'une cérémonie d'enterrement, et nous, on était venus en tant que leaders qui viennent compatir dans une communauté, mais on n'avait pas de lien de sang avec les personnes qui étaient là, et d'entendre des jeunes qui étaient là, qui étaient prêts à partir durant la cérémonie, qui est des jeunes qui étaient prêts à partir. Des jeunes qui étaient partis, qui sont revenus. Des jeunes qui sont partis et qui, dans leur bateau, ont perdu des gens et qui veulent partir. Donc, c'est un phénomène qui, moi, ce jour-là, depuis lors, je parlais d'économie. Depuis le temps, je parlais d'économie par rapport à ce phénomène. Mais quand je vois ça, je me dis qu'il y a un côté un peu psychologique pratiquement, un travail psychologique qu'on doit faire, ou peut-être anthropologique, je ne sais pas comment le dire, avec les mots exacts, les auditeurs me pardonneront pour ceux qui s'y connaissent mieux, mais il y a un travail de lavage de cerveau, parce que ceux qui constituent un dossier et qui obtiennent un financement pour monter un projet et qui prennent cet argent pour aller en mer et mourir, ceux qui ont des terrains et qui prennent leurs enfants, leurs propres enfants, et qui les mettent dans un bateau, et qui vendent les terrains, et qui vendent leurs biens, qui vendent 2 véhicules, on ne peut pas dire que c'est économique, forcément. Et est-ce que ce n'est pas la responsabilité est-ce que la responsabilité des acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, n'est pas engagée? Parce que vous, je ne dirais pas vous personnellement, je parle de la mouvance présidentielle actuellement, dans l'opposition, pointer du doigt l'ancien régime, tout comme les membres actuels de l'opposition pointent du doigt le régime actuel. Je pense que c'est un abus de langage. Toute autorité politique qui, à un moment ou un autre, incombe exclusivement le départ de la jeunesse en mer, et surtout pas le voyage, mais aller dans des conditions et mourir, à une autorité politique, fait une très, très mauvaise analyse de la situation. Évidemment, il y a l'économie. Parce qu'effectivement, quand on est dans notre rue et qu'on a très peu de perspectives, parce que voilà, on est dans un milieu très difficile et qu'on voit des gens devenir très très vite riches, on voit des gens partir et revenir avec de l'argent, on voit, effectivement, c'est cette partie qui est économique. Mais à partir du moment où on est dans un quartier, où finalement, je prends le cas de Mbour, on a des déficits des fois pour avoir des personnes qui travaillent dans la pêche. Donc il y a du travail dans la pêche. On a des déficits pour trouver tellement de personnes. Si la mer est contrôlée par d'autres pays, s'il y a d'autres bateaux si la mer est contrôlée, ce sont des licences qui prennent du temps à être négociées. Parce qu'un État, si je ne viens pas du jour au lendemain, tout casser, je peux perdre beaucoup plus que je ne gagne si je ne respecte pas les procédures. Ça aussi, c'est la réalité. Donc là aussi, on renégociera les contrats en temps et en heure pour que ce soit favorable et non pas par populisme pour faire plaisir à des personnes et que finalement, on se retrouve encore dans une émission pour dire « Oh, ok, on a remis ça en question, mais quel est le résultat final ?» Donc, il convient de le faire avec responsabilité. Mais moi, là où je souligne vraiment, et je dis que c'est récemment que j'ai pris la mesure de cette part, de se dire que ces gens qui sont en train d'assister à leurs frères, à leurs neveux, à leurs trucs, qu'on est en train d'enterrer, et qui sont décédés dans ces conditions, et ces personnes qui sont prêtes à partir dans ces conditions. Mais est-ce que c'est Diomaye Faye qui va les empêcher de partir ? Encore moins, Madame Diop, qui peut l'empêcher de partir. Donc Macky Sall ne pouvait pas non plus les empêcher de partir. N'était pas le seul. Mais moi, je dis que, par exemple, quand je tiens, parce que nous avons des actions citoyennes, quand je tiens, j'ai un ratio de gens qui écoutent. J'ai un ratio de gens qui savent que ici, au Sénégal,
il y a des perspectives. Ici au Sénégal, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Il y aura plus de justice, qu'on ne va plus les arrêter de manière arbitraire et qu'ils fassent des années sans qu'ils soient jugés. On ne va pas les tuer et que ça passe par perte de profit, par une loi d'amnistie, etc. Il y aura donc ces personnes véritablement engagées et conscientes et pour qui le levier, c'était les actions politiques, qui vont se dire, il y a du nouveau, je change. Mais il y a encore des personnes qui, moi, de ce que j'ai vu, il faudra d'autres types de leviers qui sont plus communautaires pour pouvoir leur faire comprendre que le rêve que vous avez, le prix à payer est extrêmement élevé. On ne peut pas vous empêcher de rêver d'ailleurs. On a la télé où on nous montre ces endroits où on vit mieux. Mais comment ils ont fait pour vivre mieux? À quel prix? À quel prix? Donc, voilà, c'est peut-être des personnes mieux habilitées que des politiciens pour parler à la communauté, pour être écoutés. Alors, le FMI parle de renforcer la collaboration avec le Sénégal dans les semaines à venir. À votre avis, quelles devraient être les priorités de cette coopération? La coopération, ce sera toujours, quand même, surtout s'agissant du FMI, de comprendre que le pays, c'est certes des chiffres, parce que ces institutions marchent par des chiffres, mais que la partie sociologique, la partie anthropologique, comme je disais tout à l'heure sur un autre sujet, est extrêmement importante. Parce qu'on vient de parler des jeunes qui meurent, on vient de parler du côté économique et du côté financier qui les fait partir. Si aujourd'hui, le FMI met sur le Sénégal des mesures qui font que des choses comme l'électricité, les prix augmentent, ça augmente tout d'emblée. Tout. Quand l'électricité augmente, tout, ça implique beaucoup de facteurs. Et donc, je dirais que dans ces conditions-là, les rapports avec nos pays, ce sont à nos pays aussi de mieux négocier ce qu'ils sont prêts à faire. Alors, certains membres de l'opposition craignent une influence excessive du FMI. Ils ont des leviers, parce que quand vous avez besoin d'argent et que vous avez besoin de le mettre dans des choses essentielles vous êtes fragile dans une négociation. Pour autant, quand vous avez des velléités souverainistes, quand vous avez une certaine idée de comment vous voulez vous approprier votre indépendance, vous n'avez pas les mêmes, les mêmes types de négociations quand vous êtes psychologiquement affaibli et que vous êtes prêt à tout pour obtenir quelques leviers. Et comment maintenir la souveraineté nationale tout en respectant les recommandations C'est sur le temps. Rien ne se fait par un bouton poussoir. C'est petit à petit arriver à renégocier les contrats. C'est petit à petit arriver à développer des champions locaux. C'est petit à petit arriver à faire que cette jeunesse soit mieux éduquée, au sens éducation, savoir-être, soit mieux éduquée au sens formation. C'est aussi pour améliorer les finances, respecter les recommandations du FMI. Mais évidemment, ce sont les finances qui permettent ça. Oui. Ce sont les finances. Et donc d'expliquer... Tout en restant souverain. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, c'est d'avoir des horizons. C'est sur 5 ans, nous voulons former tant d'ingénieurs, nous voulons former tant de littéraires, nous voulons mieux nous approprier notre éducation par les langues nationales, ça va être un coût. Il y a des réformes qu'on annonce comme ça a un coût, parce que, je veux dire, moi je parle Wolof, mais est-ce que je suis en mesure d'apprendre à quelqu'un à parler Wolof correctement et à l'écrire? Je suis sûre que non. Voilà, donc il y a des coûts. Dire que la souveraineté, c'est pas la souveraineté a un coût et le prix à mettre, c'est sur le temps. Il faut pas dire que du jour au lendemain, on a élu un nouveau président, le Sénégal deviendra souverain. Et je pense que à écouter le président Diomaye Faye et à voir toutes les actions qu'il mène en coopération internationale, on voit qu'il n'a jamais pris le parti de dire dorénavant, c'est fini, le Sénégal marche tout seul, n'a besoin de personne. Parce que d'abord, on ne le croirait pas. Et ensuite, je pense que lui-même, il est trop honnête et sincère
pour s'aventurer sur ce genre de démagogie. Alors, vous écoutez le jury du dimanche sur e-radio. Nous recevons ce matin Madame Ndeye-Fatou Ndiaye Diop Blondin, vice-coordonnatrice de la plateforme Avenir Sénégal Bignubog. Alors, quelques mois après sa nomination comme ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal Bignubog, Dr Cheikh Tidiane Dièye, est cité dans une affaire de corruption à l'ONAS avec l'ancien directeur général, Dr Cheikh Dia. Alors, quelle est votre réaction? Et cité par qui? Cité par l'ancien directeur général. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que dans un pays, il s'agit quand même que de se dire que quand on utilise certains mots, et surtout certaines phrases, de la faire complète. C'est une accusation de la part de Dr Cheikh Dia. Voilà. Et moi, je pense que accusation, l'affaire est pendante. Hein. Il y a une enquête qui est autour de ça. Et je pense que on sera édifié. On n'est plus dans l'état où les dossiers sont sous le coude. C'est fini. On sera édifié. Mais ce que je peux dire, donc cela veut dire on sera édifié, cela veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si Dr Cheikh Tidiane Dièye est impliqué ou pas. Si vous me laissez terminer ma phrase, vous en saurez beaucoup plus. Allez-y. Alors, je disais que je vais donner un peu le profil de Dr Cheikh Tidiane Dièye, que je connais très bien, qui a fait sa thèse sur la corruption et qui a fait un livre sur la corruption. Oui. Qui a fait, et dans ce livre, il a énormément détaillé tous les leviers de corruption dans une administration publique. Je ne pense pas, et je peux même affirmer clair et net, que ce n'est pas cette personne-là qui viendra se contredire sur une affaire aussi flagrante et aussi, je dirais pas dérisoire, parce que l'ONAS, c'est quand même une grosse mastodonte. Et on a vu le passé de l'ONAS et tout ce qui s'est passé avec tous les directeurs d'avant. Que le docteur Cheikh Dia se défende, c'est de son droit, et c'est normal. Il y a des choses qui sont sorties sur la place publique, sur lesquelles il répond. Il y a des choses qui se sont réellement passées, qui ne sont pas tout à fait de notoriété publique, que la justice devra édifier. Et je pense que, j'espère que tout sera, je ne préjuge pas, voilà, par honnêteté intellectuelle. Mais à côté de ça, tous ceux qui s'empressent d'en faire un levier, j'aurais bien aimé les entendre sur beaucoup de sujets qui ont fait l'objet de rapports de Cour des comptes. Ces rapports qui ont été publiés, alors que, quand ils ont saisi, l'affaire était déjà prise en compte par le procureur, mais ces personnes sont, en tout cas, manifestent beaucoup de retenue sur beaucoup de dossiers tangibles qui sont déjà sur la table. Et un ministre accusé de corruption par un directeur général, ne doit-il pas des explications au public dans un contexte de... Moi, je pense que si on se mettait à répondre à tous ceux qui se lèvent et qui essaient d'exister politiquement ou médiatiquement, on ne travaillerait plus. C'est son allié, un directeur général. Peu importe, il se trouve que c'est une personne qui se lève et qui fait une déclaration. Et la personne, Cheikh Tidiane Dièye, ils ont saisi les voies autorisées, une fois que c'est clair, parce qu'il ne s'agit pas que quelqu'un vienne vous accuser et que vous vous leviez, c'est parole contre parole. On va vite enlever la casquette de ministre et dire que c'est un citoyen qui accuse un autre citoyen et c'est parole contre parole. Et c'est ça qu'il cherche, M. Dia. C'est ça qu'il cherche. Si on veut la vérité, on se lève et on dit, écoutez, je viens d'être épinglé. Voilà les faits qui prouvent que je ne suis pas épinglé. J'ai remis le dossier au procureur ou à je ne sais qui va mener une enquête. Je reviendrai pour dire que je ne suis en rien coupable de ce dont on m'accuse. Moi, j'estime que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que Cheikh Tidiane Dièye va faire. Mais pas être l'objet... Parce que dans ce pays, on amuse... Il a quand même envoyé au charbon quelques membres de son cabinet. Non, l'ONAS. L'ONAS, parce que c'est en fait des marchés. Parce que l'affaire est une affaire d'abord technique. Hein. Oui. Hein, c'est un marché, entente directe, etc. C'est des procédures de marché qui sont remises en cause. Et non pas des choses, en tout cas, sauf une affaire de véhicule,
entrant dans la poche de quelqu'un. J'en ai pas entendu parler tout au moins. Je sais pas tout, mais j'en ai pas entendu parler. Mais de ce que je sais, c'est sur les procédures de marché où il y a divergence. J'en ai entendu des verts et des pas mûrs sur plusieurs plateaux de télévision. Et donc, du coup, on attend. Voilà. Moi, je ne cache pas que la personne que je connais, je suis sûre, absolument sûre, que tout acte de corruption qu'il verrait, il serait le premier à dire Ndeye Fatou ne rentre pas dans cette histoire-là. Alors en tout cas, à plus forte raison pour lui-même. Bien. Voilà. Alors, en tout cas, les convocations de personnalités politiques de l'ancien régime et de journalistes ou chroniqueurs critiques des nouvelles autorités se multiplient ces derniers jours. Le régime actuel, qui autrefois dénonçait vigoureusement les atteintes aux libertés sous l'ancien pouvoir, se retrouve désormais à convoquer des personnalités critiques et des opposants. Cette situation pourrait-elle nourrir la déception chez ceux qui espéraient une rupture avec les pratiques passées? Alors, en toute chose, il convient de ne pas travailler dans l'émotion et de travailler dans le factuel. Qui a été convoqué et pourquoi? Et qui est-ce qui l'a convoqué? Parce qu'avant de dire que les autorités ont convoqué, dites-moi qui sont ces autorités qui ont convoqué. Parce que ceux qui disent aujourd'hui le président Ousmane Sonko, le président du PASTEF ou Diomaye, président de la République, doivent arrêter la justice, je ne comprends pas. Ce sont les mêmes reproches qui étaient faits. Non, mais je ne comprends pas qu'on se soit battu. À chaque fois que quelqu'un a été convoqué, il y avait la main de Macky Sall pour l'opposition. Alors, donc eux, ce qui dénonçaient... Il sera très difficile, tout comme il était difficile de défendre Macky Sall dans cette situation. Il va être très difficile de défendre les nouvelles autorités. Je vais terminer mon idée. Je dis qu'il y a eu les assises de la justice. Il y a eu le pôle financier qui a été créé. Il y a eu des rapports disons, de gestion d'institutions de toutes sortes qui sont sur la table. On a dit que la justice fait son travail. On se serait attendu aujourd'hui à ce qu'on parle plus de la reddition des comptes que de ça. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui ont la parole sont des hommes de médias. Et ils disent que ce sont de la politique, c'est de la politique, alors que ce qui leur permet de monter au créneau sur des sujets qui finalement durent 48 heures, alors qu'il y a des sujets qui sont pendants et qui ne sont pas encore finis, qui bénéficient de moins d'audience, c'est parce que ces personnes sont des journalistes et qu'ils ont des médias pour relayer leur propre cause. Après tout ce qui s'est passé entre 2012 et 2024, après tout ce que le PASTEF et tous les alliés du PASTEF ont vécu, on ne s'attendait pas à ce que des journalistes soient convoqués ou même placés en garde à vue. Je ne comprendrais pas que quelqu'un vienne demander à Diomaye Faye ou à Ousmane Sonko d'intervenir dans un sujet de droit. Je ne comprends pas cette attitude. Ceux qui veulent la liberté et la séparation des pouvoirs, qui viennent demander à Ousmane Sonko ou à Diomaye Faye d'arrêter cette histoire, je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent que ça continue comme ça se passait? Concernant maintenant l'affaire en tant que telle, ce qu'on leur a demandé, et que je sache, ça ne nous arrange même pas que ces personnes, de leur donner l'occasion d'augmenter leurs audiences dans les réseaux sociaux ou dans les médias. Parce que concernant l'électorat, je pense que c'est en sens inverse. Parce que on a dit qu'on est dans une république. On a dit qu'il y a des délits qui s'appellent diffamation. Il y a des délits qui existent. Et je suis désolée, la diffamation, il ne s'agit pas de dire que quand on est chef d'entreprise, il faut nous exonérer de délits de diffamation. Quand on est journaliste, on peut nous poursuivre je fais exprès de mélanger, pour dire que ça nous concerne tout le monde. Il n'y a pas de délit de presse concernant la diffamation. Moi, je suis là sur un plateau. Moi, je me retiens. Et vous êtes en mesure de dire tout ce que vous voulez sans preuve sur des personnes. Passons, tant que c'est entre politiques. Mais quand vous venez dire que en mer, des bateaux avec la complicité de nos forces de l'ordre, que ce soit navales, que ce soit la justice, font partir des gens en immigration. Qu'il a dit. Non, mais je dis... Mais cher Yérim, qu'est-ce qu'il a fait à part remettre en cause les chiffres annoncés par le Premier ministre? Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on l'a appelé et qu'il s'est expliqué, il est rentré chez lui, il n'a pas fait 11 mois, 9 mois de prison. Pourquoi les gens devraient s'expliquer pour avoir contredit le Premier ministre? Mais ce n'est pas que ça.
Ce n'est pas que ça. Ça, c'est ce qui est dit de notoriété publique. Et en tout état de cause, moi, si vous voulez mon avis personnel, c'est même donner à ces tribunes plus d'importance que ça. Et si je m'en réfère à ce que j'entends dire, parce que je n'en ai pas la preuve, ce n'est pas du tout la position des autorités politiques qui sont au pouvoir. Ce n'est pas du tout. Ce sont les lois liberticides que Macky Sall nous a laissées en héritage qui ouvrent ces brèches. Et moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'il faut refermer ses capacités. Donc cela veut dire que Macky Sall, il respectait la loi quand il faisait arrêter des gens. Non, mais il a mis des lois sur mesure. Où moi, quand je disais quelque chose, je pouvais être terroriste. On pouvait me traiter de terroriste. Voilà, c'est ça. Et puis après, quand on vous arrive au juge du deuxième cabinet, quand on vous dit deuxième cabinet, vous êtes sûr que vous êtes sous mandat de dépôt. On vise des articles, vous êtes sûr que vous êtes sous mandat de dépôt. Et ce sont les personnes qui sont alliées à ce régime qui viennent aujourd'hui donner des leçons. Je rappelle quand même qu'il a dit en public, M. Yérim Seck, qui travaille pour Amadouba. Il l'a dit en son temps. Il a écrit un livre où il a carrément falsifié des histoires parce que les gens étaient là. Où il a accusé Ousmane Sonko de faits dont tout le monde sait que ce n'était pas vrai. Et tout ça s'est passé sans que personne ne l'inquiète. Donc, on l'appelle 2 jours pour lui demander son avis. Si on m'avait demandé mon avis, je ne l'aurais pas fait. Mais je veux dire, il n'y a pas de quoi remettre la République sénégalaise en question. Ce que je peux comprendre, c'est ce que le Y'en a marre a fait. Y'en a marre a dit, attention, il se passe des choses, il faudrait assez rapidement refaire les lois et remettre le pays dans le bon droit. Et là, je suis d'accord. Et comment le régime actuel dont vous faites partie compte-t-il gérer les critiques d'acteurs politiques ou de journalistes sans tomber dans les travers, dans les mêmes travers? Non, mais les critiques, c'est pas... Franchement, les critiques, je ne dis pas que ça fait ni chaud ni froid, puisqu'on les écoute. En tout cas, on les écoute pour ce qui a du sens. Mais, voyez-vous, Aïssata, il y a même une façon de faire qui discrédite. Si aujourd'hui, je dois m'exprimer sur les finances publiques, j'ai un ministère des Finances, j'ai des inspecteurs, j'ai des comptes à rendre à l'UEMOA, j'ai des documents que je donne au FMI. Je donne les chiffres, vous levez 1 heure après, alors que moi j'ai fait 6 mois de travail, 1 heure après pour dire que ce que je dis est faux. Est-ce que je dois tenir compte de ces critiques? Est-ce que c'est sérieux? De quoi on parle là? Pas une convocation. Mais dans le fond, il n'y a pas de quoi vraiment s'attarder. Et vraiment, moi, je déplore. Je déplore beaucoup une chose. Et comment arrêter l'immigration, c'est une chose. Mais comment remettre les Sénégalais dans des choses importantes, c'est autre chose. Et là, vraiment, nous, les politiques, nous avons un rôle. Mais vous aussi, les médias, vous avez un rôle. Parce que l'art de divertir, ce n'est pas l'art d'informer, moi, que je vois. C'est l'art de détourner l'attention sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Parce que aujourd'hui, je regarde les traitements, le même jour, ou le lendemain, le MONCAP, dont je ne fais pas partie, a fait une conférence de presse. Si on avait bien relayé ces conférences de presse, il y a énormément de choses qu'on aurait pu savoir sur vers où va le Sénégal. Mais de quoi on traite? On amuse les Sénégalais. Alors, pour certains, c'est fait exprès. Ils sont même payés pour. Ici en interne ou à l'international. Parce que moi, je soutiens que les Sénégalais, comme beaucoup de pays africains, sont résolument dans une dynamique de souveraineté qui ne plaît pas à beaucoup de puissances. Et dans cette démarche de souveraineté, aujourd'hui, quand vous avez des informations, les gens s'expriment en langue nationale. Les gens se concentrent sur leurs problèmes internes, comme le font les Américains, comme le font les Français. Mais nous, on ne doit pas. Alors, il y a tout un battage médiatique pour venir casser cette dynamique de reprise d'identité culturelle, de reprise d'identité politique, de reprise de notre destin qui est absolument combattue
Et il y a des Sénégalais qui sont les mains, comme Sankara a été assassiné et par cette un campagne autre de truc. désinformation profiterait à qui? Profiterait à ceux qui n'approuvent pas le Jubal Jubanti. Et ils sont internes et ils sont externes. Et on les retrouve dans beaucoup de cercles. Alors, si on peut être d'accord qu'ils ont le droit, s'ils ne sont pas d'accord, de se battre, mais on ne peut pas laisser faire des organes qui sont censés être d'intérêt public et de service public, être la main armée. Et c'est là la limite. C'est-à-dire, vous découvrez, il y en a un qui s'est découvert et qui dit, je ne fais plus de chronique, maintenant je vais rentrer pour être député. Là, c'est clair. On ne prend plus les chroniques qui sont censées être de l'information publique pour dire que je fais de l'information publique. Non, aujourd'hui, on a enlevé tout le simulacre pour se découvrir. Là, c'est clair. Ceux qui veulent bien le suivre, ou ceux qui le suivaient depuis un an, oui. qui évidemment, depuis un an, il ne fait que ça, ceux qui n'y croyaient pas, maintenant le découvrent. Voilà. Donc moi, je dis que toutes ces personnes qui sont à la solde de forces qui sont résolument dans la lutte pour que ce gouvernement échoue, et leur plus grande victoire serait de voir des dissensions avec les alliés, de voir des dissensions entre la présidence et le gouvernement. Et ça, c'est leur travail nuit et alors, jour. Aucun sujet n'est assez petit pour venir œuvrer pour déstabiliser le Sénégal et discréditer ceux qui le gouvernent. Alors, pendant que vous parlez de dissension, les élections sont prévues, les élections législatives sont prévues le 17 novembre 2024. Des alliances se forment. Le nouveau régime va se confronter à ses anciens alliés de l'opposition, en plus de membres... Certains de ces anciens alliés, excusez-moi, en plus de membres de l'ancien régime. Vous avez combattu ensemble dans l'opposition. Et aujourd'hui, une fracture semble s'être creusée entre vous et certains de vos alliés. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de cette rupture? Ouais, il y a plusieurs choses. Dans une démocratie assainie et stable, on peut avoir des idées et former un groupe et avoir des députés, chacun de son obédience. Il faut l'admettre. Ce n'est pas ça le problème. Que certains grands partis veuillent dire, bon, écoutez, la coalition qui est là, je ne voudrais pas me confondre, d'autant plus que la coalition gouvernementale va sous la bannière de PASTEF. Donc moi, j'ai une existence légitime et une marque qui fait que je voudrais exister en tant qu'entité différente. Ça, je le comprends très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est les alliances contre nature dans cet objectif. Parce qu'on ne peut pas, pour certains d'entre nos anciens amis, et même alliés et encore amis, avoir combattu certaines personnes et les avoir identifiées dans ce qui nous a empêchés d'exercer nos droits. Vous parlez dans la de démocratie. Je ne veux pas citer de nom parce que du pur. Nous sommes au Sénégal et au-delà de... Nous sommes liés en alliance ou en mésalliance sur des projets politiques, mais nous restons liés par des relations personnelles. Et moi, je compte bien à un moment raccrocher le tablier de la politique, mais je voudrais bien préserver mes relations. Donc, il ne me viendra pas à moi de venir stigmatiser telle ou telle personne avec qui j'ai partagé des moments de lutte, et ça a été très dur. Il en restera toujours quelque chose. Donc, je ne suis pas dans ce terreau. Mais qu'est-ce qui a créé cette rupture entre vous? Moi, je pense que c'est l'exercice notamment Déthié Fall, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il faudrait demander à Déthié. Moi, je pense que c'est peut-être le contexte des visites des familles religieuses avec la sortie de... Voilà, vous en savez plus que moi. Peut-être que vous allez donner les explications à ceux qui nous écoutent. Voilà, moi, franchement, je me suis beaucoup impliquée dans ce qu'on appelle le projet, dans ce qu'on appelle le programme et dans ce qu'on appelle comment faire ce nouveau Sénégal. Et je ne me suis pas beaucoup intéressée parce que pour moi, tout ça est extrêmement prématuré pour parler de rupture. J'aime à croire quand même que nous avons partagé un idéal et que nous nous retrouverons sur cet idéal pour
nous mettre ensemble pour le bien du Sénégal. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je trouve que c'est un parcours. À ce stade, voilà, les forces de recomposition se font. Tout ce que je déplore, c'est de voir que des personnes voilà, qui se sont battues, mais frontalement, mais alors méchamment, frontalement, avec la prison à la clé, avec du dénigrement à la clé, avec même des privations de marché, de travail, d'accès au marché public, d'accès aux trucs, se retrouvent, voire même voilà, de bannissement de la République. Soit vous vous rendez compte que, pour ne pas le citer, le secrétaire général du PDS est encore banni de la République, et celui qui l'a banni, ils sont ensemble pour aller à la conquête du suffrage. On est allé jusque-là. Donc ces mésalliances contre nature, ces alliances plutôt contre nature sont vraiment un cancer dans notre République. Il faut qu'on reprenne des valeurs. Il faut qu'on assume que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, eh bien, si on s'est trompé à un moment donné, qu'on prenne la mesure comme des gens responsables qu'on s'est trompé et qu'on se calme. Mais qu'on ne vienne pas se dédire sans glorifier et montrer à la face de la République sénégalaise qu'on est, voilà, qu'on est un nouvel homme. Alors, la toute dernière question. Vous êtes coordonnatrice du FDSUT. Vous avez été avant cela, sous le président Wade, ministre des TIC. L'accès à Internet à haut débit, à des prix abordables, reste quand même un défi dans notre pays. Est-ce qu'il y a des stratégies en place ou en cours pour offrir une connexion Internet haut débit à prix abordable aux Sénégalais? Je pense que la stratégie numérique qu'on est en train de développer, et Dieu sait que le président Diomaye Faye est extrêmement impliqué dans cette stratégie. Il faut dire que le président Wade s'intéressait beaucoup à ce domaine, mais je retrouve en tout cas chez le président Diomaye Faye encore beaucoup plus d'implication. Vous avez vu toutes ces visites qu'il a faites. Le goulot d'étranglement reste le tarif. Le goulot d'étranglement reste l'accès carrément à un réseau, à certaines localités. Ça, c'est le FDSUT qui doit mieux travailler. Le goulot d'étranglement reste la qualité de service. Parce que vous avez quand même des fois, moi je peux le dire toujours à Mbour, on vous débite de l'argent, mais vous n'avez pas de réseau. Vous parlez, la qualité de réseau est à déplorer. À Keur-Massar. Voilà, partout. Donc la qualité de service est dans le jeu. Concernant le FDSUT et ses missions, nous avons clairement mis une stratégie en place pour la connectivité dans les zones dites blanches ou grises, où il y a très peu de réseaux, où les réseaux sont vétustes, où les équipements sont vétustes. Et donc, c'est notre mission, et ça fera partie un peu de notre bilan, de ce qu'on aura apporté dans tous ces réseaux qui sont généralement frontalières, qui sont généralement des villages assez isolés, avec toutes sortes de technologies quand même aujourd'hui assez avancées pour pouvoir résorber le gap numérique, ce qu'on appelle la fracture numérique entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc ça, c'est dans notre objectif, et vraiment, nous y œuvrons beaucoup. Pour le reste, le service universel que je dirige a eu à faire beaucoup d'efforts. Si je vous dis que c'est le FDSUT à qui on a ponctionné 95% de ses revenus pour financer le plan TACAL, personne ne le sait. Si on n'a pas d'électricité, on n'a pas Internet. Donc, c'était admissible. Mais il faut le reconnaître. Quand le chef de l'État, quand on parle du Grand Prix de chef de l'État concernant le numérique, pour inciter au numérique, durant toutes ces années, 10 ans, c'est le FDSUT qui était à la pointe. Donc, nous avons eu à équiper des salles multimédia, nous avons eu à équiper des collectivités, et mes prédécesseurs ont un bon bilan. Donc, il s'agit aujourd'hui de redorer le blason par la communication, mais aussi de résorber ce gap numérique dans certaines zones qui sont vraiment des laissés pour compte dans la distribution de l'accès à Internet sur le Sénégal. Madame Diop, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Aïssata, et je vous souhaite tout le bonheur et tout le succès dans vos nouveaux locaux, et qu'on se retrouve pour d'autres rendez-vous
Et si on a eu à dire des choses qui ont dépassé, disons, la politesse, on s'en excuse parce que l'exercice oral est difficile. Et nous saluons tous les internautes, les gens de Avenir Sénégal Bignoubogue, les gens de FD Sud et toute la population de Bourg. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Le JDD s'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.